Bienvenue dans la matrescence, vous écoutez l'épisode 116 de la saison 5. La matrescence, c'est la contraction des mots maternité et adolescence pour expliquer la naissance d'une mère. Et si vous voulez en savoir plus, il suffit d'écouter le premier épisode. Dans ce podcast, on parle du postpartum, du 4e trimestre, de la joie d'être parent, mais de ses difficultés aussi. Bref, on parle de la vie pour redéfinir la parentalité. Je suis Clémentine Sarlat, la créatrice de ce podcast. Je suis journaliste de formation dans le sport, à la télé, rien à voir. Mais je suis aussi professeure diplômée de yoga pré- et post-natal et spécialisée dans le féminin. Et surtout, je suis maman de 3 petites filles. Bienvenue dans Matrescence. Je m'appelle Ella Maria Val, j'ai 4 ans. Ma petite sœur s'appelle Jasmine, elle a 1 an. Comment on dit Jasmine? Leslie. Oui. Comment on dit Ella? Mia. J'ai une autre sœur. Comment on dit Juju? Chouchou. J'adore ce podcast. Au revoir. Bye bye. La matrescence transforme la vie des mères, des pères, mais surtout des familles dans leur ensemble, alors parlons-en. Ici, pas de tabou. Je vous propose une conversation intime, remplie d'émotions et d'informations. Ce podcast a vocation à vous aider, vous le savez. Maintenant, il est important de se rappeler que c'est à vous de faire le tri parmi les informations entendues. Vous êtes les acteurs de votre parentalité. Vous êtes celui ou celle qui sait le mieux pour votre enfant. À vous de piocher dans ce qui vous plaît. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire et le must à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez désormais faire partie de la communauté de la matrescence sur Patreon. Mais c'est quoi ça en fait? Ça sert à quoi? Eh bien ça sert simplement à soutenir ce podcast. Vous pouvez l'aider financièrement à se développer en faisant un don chaque mois et en échange vous aurez accès à des bonus et à tout un tas de contreparties. Rendez-vous sur www.patreon.com/Clémentine Sarlat. Patreon, ça s'écrit Patreon. Et dernière information, avant de vous laisser avec l'épisode, si vous cherchez un épisode en particulier, rendez-vous sur le site du podcast www.lamatrescence.fr. Tout y est. Qu'on le veuille ou non, notre vie est jalonnée de traumatismes plus ou moins importants. Rares sont les êtres humains à n'avoir jamais vécu une expérience traumatisante au cours de leur vie. Les traumas, avec un grand T, peuvent parfois avoir été enfouis et rejaillir en devenant parents. Les traumas, avec un petit t, peuvent, eux, causer des dégâts sur la durée sans que l'on s'en aperçoive. Comme pour une blessure physique, ces bobos du mental peuvent guérir. Pour cela, il faut être accompagné par des professionnels et certaines techniques en psychologie peuvent permettre de reprogrammer le cerveau pour arriver à vivre avec un trauma de manière sereine. C'est le cas de l'EMDR, Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Noémie Benamou est psychologue spécialiste de la périnatalité et formée en EMDR. Dans cet épisode, elle détaille l'efficacité de l'EMDR pour les enfants, les femmes en postpartum qui ont vécu par exemple un traumatisme à l'accouchement. Nous parlons de violences sexuelles dans cette conversation et si le sujet est trop sensible ou douloureux, surtout, n'hésitez pas à en parler à votre médecin et à ne pas écouter cet épisode pour vous protéger. Noémie explique le déroulé d'une séance et l'impact sur notre cerveau. Vous comprendrez par exemple la dissociation, le syndrome post-traumatique, mais aussi la fenêtre de tolérance. Cet épisode est primordial pour nous, les parents, pour comprendre nos grands et nos petits traumas, pour apprendre à pouvoir les soigner et pour surtout arriver à être le meilleur parent possible pour nos enfants. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Noémie. Salut Clémentine. Je suis ravie de te recevoir. Ça doit faire 2 ans et demi à peu près qu'on discute pour faire ce podcast. Tout à fait. Mais et toi et moi, on a eu des enfants entre-temps, donc on était moins dispo. Exactement. Et tu sais que ça me fait plaisir, ça doit faire plus d'1 an que j'ai pas reçu quelqu'un en face à face.
entre la pandémie et les enfants encore. Ça me fait du bien de faire une interview en face. Donc, tu es psychologue et j'aurais aimé que tu m'expliques pourquoi est-ce que tu es devenue psychologue spécialisée, donc petite enfance et périnatalité. Pourquoi tu as été dans cette voie au lieu, je sais pas moi, d'être psychologue du travail ou autre? Ça s'est passé au cours de mes études. J'ai choisi de faire des stages avec des populations effectivement d'enfants parce que j'avais déjà travaillé longuement dans l'animation et on ne choisit pas ces créneaux par hasard. Effectivement, j'avais un intérêt particulier pour accompagner les enfants. J'ai d'abord travaillé avec des enfants porteurs de handicap, puis je me suis dirigée dans une population d'enfants dite normale, classique, non, j'aime pas ce terme-là non plus. Avec des enfants sans troubles particuliers qui pour autant ont quand même besoin d'être accompagnés. Et puis accompagnant les enfants, je me suis formée à ce qui s'appelle la systémie, c'est-à-dire la prise en charge de tout le système. Donc on accompagne les parents, on fait de la guidance parentale. Finalement, quand un parent nous amène un enfant, aujourd'hui il est plus envisageable de ne travailler qu'avec l'enfant et de sortir notre baguette magique pour réparer ses symptômes. On travaille sur tout le système. Donc aujourd'hui, voilà, je me suis spécialisée dans le système en général, sur la famille, sur les enfants et la périnatalité, puisque ce sont des problématiques assez récurrentes finalement de ce que nous amènent les familles. Donc si je comprends bien, avant, quand on soignait les enfants, on ne prenait pas du tout en compte la problématique des parents ? Alors ça peut encore être le cas aujourd'hui. Ah ouais ? Voilà, ça dépend des orientations des psychologues. Moi, j'ai choisi une orientation en fait où j'accompagne tout le système parce que finalement c'était quelque chose qui revenait très souvent et parfois quand l'environnement ramenait l'enfant chez eux, le symptôme revenait forcément puisqu'on ne travaillait pas sur l'environnement. Donc il m'arrive très souvent de remercier l'enfant qui m'amène ses parents en thérapie et puis je fais après un bout de chemin avec les parents et parfois qu'avec les parents. Je vois très bien ce que tu dis. Mais on peut être bien dans le déni quand on est parent de dire mais non, pas du tout, c'est mon enfant. Absolument. Pas de quoi vous parlez. Vous devez être fin psychologue d'ailleurs. Disons qu'on essaye. Voilà. Mais c'est surtout les enfants qui sont des fins psychologues et généralement ils mettent les pieds dans le plat et ils y vont et c'est comme ça qu'on peut avancer. Donc merci à eux. D'accord, c'est hyper intéressant. Alors donc tu es psychologue spécialisée de la périnatalité et tu as une spécificité dans ta pratique, c'est que tu fais le MDR. Je le dis tout doucement pour ceux qui connaissent pas du tout ce terme. Tu peux nous expliquer ce qu'est le MDR ? Oui. Alors le MDR c'est une méthode qui a été découverte en 1987 par une psychologue américaine qui s'appelle Francine Shapiro. Les lettres exactement signifient Eye Movement Desensitization and Reprocessing, pardon pour mon accent, et ce qui veut dire désensibilisation et retraitement par le mouvement oculaire. Donc c'est un grand mot, mais qui signifie que c'est une thérapie qu'on propose à nos patients en cas de traumatisme. Dans cette thérapie-là, en fait, on va remettre en mouvement notre cerveau qui a été figé à un moment où il n'a pas pu avoir des capacités d'adaptation. Et du coup, on va sortir notre patient de cet état de figement par cette EMDR, par ce protocole en 8 étapes. Et c'est une thérapie aujourd'hui qui est recommandée par l'OMS, par la Haute Autorité de Santé. Quand tu parles en gros, on reprogramme un peu le cerveau. Comment ça se concrétise ? Enfin, j'ai toujours lu, pas sur le MDR, j'ai toujours entendu parler de cette thérapie, mais ça paraît fou quand même ce qu'elle a découvert, cette dame Francine Shapiro. Oui, c'est assez fou. En fait, elle l'a découvert vraiment par hasard. Elle était elle-même absorbée par des pensées très négatives. On raconte, voilà, un peu un mythe là-dessus, qu'elle se baladait et elle a fait des mouvements oculaires de droite à gauche en regardant un écureuil dans le parc passer. Et elle s'est rendue compte que ces pensées négatives avaient disparu. Donc, elle a mené des recherches très poussées, notamment sur les vétérans de guerre, et elle s'est rendu compte que, effectivement, en reproduisant ces mouvements oculaires-là, donc on ira plus dans le détail après pour comprendre quel type de mouvement on peut faire, et ça permettait de s'éloigner de ces pensées négatives et de ce qu'on appelle retraiter l'information. Alors le MDR, ça repose sur un modèle théorique qu'on appelle le modèle TAI, le traitement adaptatif de l'information. C'est-à-dire que quand on vit un trauma, notre cerveau, à ce moment-là, va quelque part se bloquer et on va avoir notre information qui va rester bloquée dans une zone du cerveau qu'on appelle l'amygdale. L'amygdale, c'est notre système d'alarme quand on est en danger qui s'active. Et donc, quand on vit un trauma, l'amygdale s'active et l'information reste bloquée dans cette amygdale-là. Donc, il reste bloqué il est stocké de manière dysfonctionnelle. Avec le MDR, justement, on va recréer du mouvement dans ces neurones-là où est stockée cette information
et en faisant ce qui s'appelle des stimulations bilatérales alternées, c'est-à-dire des mouvements de droite à gauche, soit par les yeux, soit par des tapotements sur les genoux, soit avec des poignées vibrantes entre les mains, soit en claquant des doigts au niveau des oreilles de nos patients, et ben on va recréer du mouvement et cette information-là va être retraitée, on dit ça comme ça, et va pouvoir être stockée de manière fonctionnelle, va sortir de l'amygdale et va pouvoir être stockée de manière classique comme toute information. Par exemple, j'ai rendez-vous avec Clémentine à 11h30, ça a été stocké de manière classique dans mon cerveau. C'est pas un trauma pour l'instant. Pour l'instant, ça va. Quand t'as entendu parler la première fois, toi, en tant que psy de l'EMDR, tu t'es dit incroyable ou attends, j'attends de voir quand même. Tu l'as testé sur toi ? Complètement. Ce sont des collègues qui m'en ont parlé. Alors en fait, comment on en vient à se spécialiser dans le psychotrauma ? Mais parce que notre population, nos patients nous amènent ça. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a du trauma partout. On a une définition classique du trauma qui est plutôt attentat, accident de la voie publique, une mort terrible à devoir gérer. Et bien pas du tout, on se rend compte que dans notre quotidien ou dans le quotidien de nos patients, il y a souvent des traumas, même si on le définira après, c'est important de le préciser. Et du coup, les patients qui m'amenaient ça m'ont poussé à me dire mais il faut que je me forme pour pouvoir les accompagner dans ces difficultés. Et donc ce sont des collègues qui m'ont parlé de l'EMDR. Et effectivement, ça paraissait un petit peu magique. Bon, vas-y, j'agite mes doigts devant les yeux du patient et hop, tout disparaît. Effectivement, forcément, j'ai voulu aller voir de moi-même et retravailler certaines problématiques. C'est assez bluffant à vivre et aussi à faire vivre. Accompagner nos patients là-dedans, les voir corporellement être soulagés, les épaules qui s'affaissent, le visage qui se décrispe. On sent un apaisement et une sérénité qui peuvent nous rapporter aussi verbalement. Mais c'est vraiment formidable de pouvoir les accompagner là-dedans. Et c'est pour ça que je voulais témoigner de ça aujourd'hui, notamment pour les problématiques qu'on va aborder après. C'est marrant, tu vois, j'étais restée bloquée c'était sur les mouvements oculaires et en fait les tapotements sur les genoux, tu vois, ma psy me l'a fait il y a pas très longtemps, donc je ne savais pas. Je viens de réaliser. Mais oui, mais c'est tout à fait, c'est de l'EMDR, voilà, je t'en informe, et c'est tout aussi efficace, même si les recherches portent beaucoup sur les mouvements oculaires. Mais les tapotements sont tout aussi efficaces. Ok. Alors, notion très importante qu'on doit définir, c'est le trauma. Tu en as beaucoup parlé là, mais l'EMDR est vraiment associé au trauma. Absolument. Et on a une vision un peu trop étriquée du trauma. C'est vrai qu'on a cette image, donc comme je disais tout à l'heure, que le trauma est forcément associé à des événements catastrophiques qui ne nous arriveront certainement pas. Or, un trauma, c'est la définition plus classique, c'est quand une personne elle est confrontée à la mort ou que son intégrité physique ou psychique est menacée. Donc c'est un événement extrêmement négatif qui s'est présenté de façon imprévisible et qui a mis la personne en état de choc émotionnel. Après, on peut distinguer plusieurs types de traumas. On a des traumas qu'on va qualifier de petits T, qui sont les traumas un peu du quotidien. Ça peut être un deuil, une séparation, des phobies, voilà, des accidents qui peuvent ne pas être catastrophiques en soi. Et ce sont des traumas petits T. On a aussi les traumas grands T, qui là sont les événements classiques où on ne doute pas du qualificatif de trauma, notamment des agressions, des viols, plusieurs accidents de la route, voilà, des choses comme ça. Donc le MDR au début s'intéressait au trauma grand T, mais on s'est rapidement rendu compte qu'il était aussi très efficace de proposer une thérapie EMDR dans le cas des traumas petits T, donc finalement dans les événements de vie qui sont vécus négativement. On a aussi des traumas qu'on qualifie de complexes. Ça va être les traumas qui sont répétés, qui sont chroniques, notamment qui sont mis en place durant l'enfance, des maltraitances, des négligences, des carences affectives, des agressions, des attouchements, etc. Et donc là, on a généralement un gros travail à faire en EMDR parce qu'il faut revenir à l'enfance et puis il y a beaucoup de défenses qui sont mises en place puisqu'il s'agit de la normalité pour la personne qui est en face de nous, puisque c'est comme ça qu'elle a grandi et qu'elle ne voit pas forcément le lien avec le trauma. Donc voilà pour la définition du trauma, mais ce qui est important de préciser, c'est que d'une personne à une autre, on ne va pas forcément développer un trauma. C'est-à-dire pour un même événement donné, tu vas pouvoir par exemple toi développer des symptômes de l'ordre du stress post-traumatique et moi non, par exemple. Donc ça, il va s'agir de l'histoire de la vie de chacun, de son style d'attachement, de son vécu, de ses capacités de résilience, de ses ressources. Et donc d'une personne à une autre, on n'aura pas forcément le même trauma.
Avec le trauma, on associe souvent un mot. Alors, en anglais, c'est très connu, on l'a vu, ça s'appelle le PTSD. Donc, en français, c'est le TSPT. Donc, c'est le syndrome post-traumatique. Est-ce que tu peux expliquer ce qui est la suite d'un trauma, en fait ? Tout à fait. Alors, un trauma, quand on a donc un événement majeur qui s'est passé pour nous, on a une période d'1 mois juste après ce trauma qu'on peut qualifier de stress aigu. Justement, on va avoir un ensemble de symptômes. Et puis après, ça peut revenir à la norme, on peut y repenser, mais en étant apaisé, etc., en reparler, tout va bien. Pour d'autres personnes, il va y avoir des symptômes qui vont continuer. Et là, dans ce cas-là, on parle de traumatisme. Le traumatisme, ça va être les conséquences, justement, du trauma. Et on peut avoir toute une symptomatologie associée à ça. Et là, on rentre dans ce qui s'appelle le syndrome de stress post-traumatique. Donc, les symptômes qu'on peut voir, ça peut être des flashbacks, des cauchemars, des comportements d'évitement pour éviter de réactiver ce trauma-là. Ça peut être une hypervigilance, être dans le contrôle, des qualités relationnelles qui sont altérées. Ça peut être la mémoire qui est touchée également, des réactions émotionnelles aussi qui sont excessives. Voilà, des sentiments de culpabilité, une impression d'être là sans être là, d'être détaché de la réalité. Voilà, tout ça fait référence au syndrome de stress post-traumatique. Et est-ce que c'est automatique après un trauma ou c'est quoi le pourcentage, tu dirais, des gens qui souffrent du syndrome post-traumatique ? Alors, on n'a pas de pourcentage, ça va vraiment dépendre d'une personne à une autre. Bien sûr que quand on aura un trauma grand T, il y aura plus de probabilité de développer des symptômes de stress post-traumatique, voilà, tout ce qui est de l'ordre de la guerre, des attentats, ce genre de choses, des viols, des agressions sexuelles répétées. Voilà, on sera plus dans la probabilité de développer un syndrome de stress post-traumatique. Maintenant, pour les traumas qu'on qualifie de simples, ça va plutôt être, selon chaque personne, les capacités de résilience qu'il y avait déjà auparavant. Est-ce que c'est un événement qui est isolé ? C'est la première fois que ça m'arrive. Est-ce que j'avais les capacités de réagir autrement ? Est-ce que j'ai une personne ressource aussi à qui je peux en parler ? Etc. Est-ce que je peux être accompagnée là-dessus ? Voilà. Donc, d'une personne à une autre, syndrome de stress post-traumatique ou pas forcément. Est-ce que tu peux maintenant nous préciser ce qu'est la dissociation dans tout ça ? Alors justement, quand on est face à un trauma, on rentre un petit peu dans ce qui se passe dans le cerveau. Notre cerveau, il a plusieurs manières de réagir face à un événement choquant. On a plusieurs cartes à jouer finalement. Donc, dans le cas où on a des capacités d'adaptation face à cet événement-là, on peut soit fuir, soit combattre. Mais si ça n'est pas possible, alors là, notre système nerveux va sortir une carte joker. C'est la dissociation. La dissociation, ça va être le fait que notre cerveau va nous protéger et va faire disjoncter, va faire un peu sauter les plombs. Comme le cerveau, il est à ce moment-là inondé par des hormones de stress, l'adrénaline, le cortisol, le cerveau craque finalement et la dissociation permet d'anesthésier tout ce qui est de l'ordre de la partie émotionnelle. D'où cette impression parfois de certains patients qui rapportent d'être là sans être là, de voir la scène du haut par exemple. Donc la dissociation, ça va vraiment être notre cerveau qui est un peu coupé en deux et on a une partie qu'on appelle une partie émotionnelle qui va être anesthésiée parce que le choc est tellement important, ce qui se passe est tellement dur à gérer émotionnellement que c'est pas possible. Et on a l'autre partie qu'on qualifie de partie apparemment normale, qui continue à être à peu près fonctionnelle. Et justement, notre travail en EMDR, ça va être de reconnecter à cette partie émotionnelle, de se dire que l'émotion n'est pas dangereuse, qu'on peut la revivre, et d'apaiser cette mémoire émotionnelle-là. C'est le cerveau qui met une protection pour dire « attention, on n'est pas capable ». Exactement. Là, tout de suite, il faut protéger et tout à fait. Il va falloir venir nous aider à se reconnecter. Mais exactement. On peut rester en dissociation pendant des années ? Et oui. Exactement. En fait, la dissociation, elle devient problématique quand elle dure sur le long terme. Et c'est là qu'il y a des symptômes qui apparaissent. Mais on a des patients qui sont dissociés, mais sans s'en rendre compte. Comment est-ce qu'on peut le voir en thérapie ? C'est assez flagrant. Quand les patients peuvent nous raconter quelque chose de terrible qu'ils ont pu vivre, et ils te le racontent comme la dernière recette qu'ils ont vue sur Internet, ou ils peuvent en rire, ou alors ils peuvent banaliser ça, alors que toi, t'es horrifié. Et ça, c'est un indicateur très important pour le thérapeute, qui est à se noter, comme quoi, là, il y a quelque chose qui n'est pas connecté, qui n'est pas aligné. Et donc, on va renvoyer, bon, pas tout de suite, parce qu'il faut que l'alliance thérapeutique se fasse et qu'on explique l'objectif de notre travail, mais on va réassocier le patient petit à petit. Il faut que le patient se sente en sécurité suffisamment dans notre cabinet pour pouvoir se dire, je peux y aller, je peux aller travailler des dossiers qui sont
fermé depuis des années parce que c'est dangereux. Donc la dissociation, elle peut arriver bébé, par exemple, et perdurer jusqu'à l'âge adulte. Tout à fait. Et là, le travail, il est très long alors pour aller récupérer. C'est ce qu'on appelle les traumas répétitifs, les traumas complexes. Et en fait, finalement, ça reste la clinique principale qu'on accueille. Les traumas simples et isolés, on en a parfois, heureusement. Et du coup, c'est un peu comme ça qu'on qualifie l'EMDR de thérapie brève, parce que ça va vite. Mais malheureusement, la plupart des cas sont des traumas complexes qu'on doit reprendre depuis l'enfance, d'où l'importance de se replonger dans le style d'attachement, comment ça se passait enfant, qu'est-ce qui a pu se passer bébé aussi, in utero, et on a déjà pas mal de billes pour avancer. En fait, ça illustre un peu, tu sais, tout ce mouvement qui dit « Oh, ça va, on m'a tapé, j'en suis pas mort ». C'est vrai. Où on est capable de parler de la violence qu'on a reçue de manière très détachée et... je sais qu'il y a l'enjeu de protéger son parent, mais il y a aussi ce truc où finalement notre cerveau, il a juste déconnecté. Tout à fait. Mais c'est intéressant de se dire que quand on a des gens qui ont ce discours-là, on peut comprendre pourquoi ils ont ce discours-là. Exactement. Effectivement, dans tes hypothèses, il y a aussi le fait qu'on a un conflit de loyauté et qu'on protège notre parent, mais il y a aussi le fait qu'on a fait au mieux en tant qu'enfant. Les enfants que je reçois, ils sont incapables de me dire que là, c'est mes parents qui ont des manquements, qui ont des limites éducatives et qui sont incompétents. Bien sûr, l'enfant, il va préférer inconsciemment, bien entendu, mettre en place des défenses comme la honte. Il va développer ce qu'on peut qualifier un schéma d'imperfection honte qui va lui coller au basque toute sa vie, se disant qu'il n'est pas suffisamment à la hauteur, qu'il est parfois responsable de ce qui peut se passer dans la vie familiale alors qu'il n'en est rien. Mais il est préférable qu'il développe cette honte plutôt que de se mettre face à ses parents et de se dire « Là, les gars, quelque chose qui n'a pas été ». Est-ce que du coup, il y a une application différente de l'EMDR chez les adultes, chez les adolescents, chez les enfants et chez les nourrissons ? Ou est-ce que tout le monde, peu importe le cerveau, on réagit pareil ? Alors, le cerveau réagit pareil, effectivement. C'est le protocole, en fait, sur lequel on se base qui va devoir s'adapter. Et c'est important pour ça d'être formé pour accompagner les bébés, les enfants, les adolescents, parce qu'il ne s'agit pas de la même application du protocole. Par exemple, pour les bébés, on va faire ce qui s'appelle un récit narratif. C'est-à-dire qu'on va se mettre d'accord, le thérapeute et les parents, sur la création d'un récit de ce qui a pu se passer, en commençant par une phrase heureuse, en finissant aussi par... un moment heureux, et au milieu, de raconter à l'enfant ce qui a pu se passer. Et pendant ce moment-là, s'il s'agit d'un nourrisson, là, le thérapeute va faire des petits tapotements sur les petits pieds du bébé pour retraiter ces informations-là. Pour les enfants, on va pouvoir partir sur le dessin, on va mettre en place notre protocole, ça va être beaucoup plus rapide et on va adapter la façon de faire des stimulations. Par exemple, on va mettre en place ce qui s'appelle le câlin papillon, c'est-à-dire qu'on va croiser nos bras sur les épaules et l'enfant va se faire de manière alternée ces tapotements tout seul, en l'accompagnant bien entendu. Et ce câlin papillon-là, c'est... une formule qu'on peut aussi proposer aux adultes, c'est une posture qui est plus contenante, enveloppante, et qui fonctionne très bien avec les enfants, par exemple. Donc, il y a à chaque étape de la vie, en fonction de nos capacités émotionnelles, en gros, une façon de faire. Chez les adolescents, c'est différent ou pas ? Qu'est-ce qui est différent que des adultes ? Alors, non, chez les adolescents, on commence à mettre en place le protocole classique, et effectivement, on leur propose de suivre... notre protocole de base parce qu'ils ont généralement les capacités verbales et cognitives pour le suivre. Bien entendu, si à un moment on sent que l'enfant il est déstabilisé, peu importe son âge, on revient dans l'ici et le maintenant et on apaise ça. Ok. Alors maintenant, tu vas nous raconter et nous emmener avec toi sur comment on construit une séance. Tu l'as dit, il faut d'abord qu'il y ait une relation de confiance. Donc, dans le temps, comment ça se passe ? On va prendre l'exemple d'un trauma avec un grand T et après avec un trauma avec un petit T. Comment ça se différencie ? Donc, un grand T. D'accord. Disons un trauma, un grand T, ça peut être un viol. Ouais. Une patiente qui vient dans ce cadre-là, généralement, elle vient avec sa plainte dans le quotidien. Elle vient pas dire « je viens travailler sur mon viol ». Elle vient dire, par exemple, dans mon intimité, j'ai du mal à avoir une relation intime avec mon partenaire, ou alors quand je vois une personne dans la rue qui ressemble à mon agresseur, ça se redéclenche. Nous, on appelle ça activer, donc ça se réactive, le trauma. Et dans mon quotidien, j'aimerais que ça soit plus apaisé. Donc déjà, on accueille la plainte et on s'intéresse évidemment à l'histoire de vie de notre patiente. Malheureusement, il arrive, bien trop souvent d'ailleurs, que ce ne soient pas des événements isolés. Et donc, on va s'intéresser à l'histoire de vie de la patiente et à savoir s'il y a eu déjà d'autres moments dans le passé où elle a pu ressentir une telle émotion, une même sensation corporelle, un même comportement qu'elle a pu mettre en place.
Et donc malheureusement, il arrive qu'on découvre des événements dans le passé dont il va falloir aussi s'intéresser, auxquels il va falloir s'intéresser. Le MDR s'intéresse à la temporalité passé, présent, futur. Donc on a dans notre protocole 8 étapes. Notre première étape, ça va être d'établir ce qui s'appelle un plan de ciblage. Le plan de ciblage, ça va être vraiment dans la temporalité passé, présent, futur, se mettre en lien avec notre patiente sur la problématique du viol et voir tout ce qui peut être en lien avec ça, tous les événements qu'elle a déjà vécus, où elle s'est sentie peut-être agressée, non consentante par exemple, où elle a le même ressenti corporel, et donc on va noter ça en se disant qu'il va falloir retraiter ces événements-là également. En EMDR, on aime bien trouver ce qui s'appelle l'événement source, le premier événement où ça a pu se passer. Mais on peut aussi, en tant que thérapeute, prendre une décision clinique de s'attaquer plutôt sur le présent parce que c'est très handicapant et parce qu'il y a une urgence. Je ne sais pas, elle a un oral avec un prof la semaine prochaine qui lui rappelle typiquement son agresseur. Donc on va plus travailler sur le présent. Quoi qu'il en soit, c'est un travail très important de faire ce plan de ciblage-là. Ça va être notre feuille de route finalement pour suivre notre protocole. La deuxième étape de notre protocole, ça va être l'étape de préparation de notre patient. Et ça, c'est un essentiel. C'est-à-dire que chaque patient qui vient a une manière de gérer ses émotions dans son quotidien, plus ou moins adaptée. Maintenant, quand on va travailler des choses douloureuses avec notre patient, on ne sait pas comment il va réagir. On réouvre des dossiers qui ont été fermés depuis des années, donc on peut avoir des réactions très diverses. C'est ce qu'on appelle des abréactions. On peut avoir des émotions, on peut avoir des crises de larmes, on peut avoir des cris, on peut avoir des mouvements, on peut avoir un patient qui se lève et qui tape contre un mur. Pendant le MDR ? Pendant le MDR, tout à fait. Donc il va falloir anticiper ça et mettre en place des exercices pour pouvoir ramener notre patient dans ce qui s'appelle la fenêtre de tolérance, que je détaillerai peut-être après. Et pour ça, donc, on utilise des exercices, par exemple, d'hypnose ou qu'on va renforcer avec le MDR, notamment le lieu sûr, c'est-à-dire qu'on va créer un lieu mental avec notre patient où il se sent calme et en sécurité. Et on va parfois le ramener dans ce lieu sûr-là quand ça sera nécessaire pendant la thérapie EMDR. Donc ça, c'est l'étape de préparation. Et là aussi, c'est très important de la mettre en place avant de commencer à ouvrir nos événements traumatiques. Ça fait penser à l'hypnose un peu quand même. Oui, tout à fait. On a des exercices qui viennent de l'hypnose et le lieu sûr, on va le renforcer avec ces stimulations bilatérales pour faire un ancrage corporel et que le patient, d'ailleurs, même en dehors des séances, puisse le retrouver et s'apaiser si besoin. Puis après, là, on va commencer notre étape d'évaluation où on va prendre le premier événement traumatique qu'on a décidé de travailler. Et là, on va le faire revenir dans le présent, on va le faire remonter à la surface. Ça va être assez désagréable puisqu'il va s'agir pour le patient de nous donner une image précise du moment le plus perturbant de son événement traumatique, de nous dire ce qu'il pensait de lui-même à ce moment-là et qu'est-ce qui résonne comme vrai maintenant, quelles émotions il éprouve actuellement, quelles sensations corporelles. Et quand notre patient est bien activé, justement, là, on passe à l'étape 4 de notre protocole qui est la désensibilisation. Et c'est à ce moment-là qu'on met en place les stimulations bilatérales. Généralement, la caricature de l'EMDR, c'est on fait bouger les doigts devant notre patient, etc. Mais c'est seulement la 4e étape. Donc il y a quand même tout un processus avant par lequel on passe et qu'il est nécessaire pour jalonner finalement tout le protocole EMDR. Comment est-ce que se passe la désensibilisation ? Comme on l'a dit précédemment, donc c'est des stimulations bilatérales, soit par le tapotement, soit par les mouvements oculaires. Ça, c'est selon les thérapeutes qui choisissent. Et ça peut être aussi une barre lumineuse. Des fois, on voit ça dans les séries américaines, une barre lumineuse avec une lumière qui passe de gauche à droite très rapidement. Et donc, on prend l'événement et on demande à nos patients qu'est-ce qui vient à ce moment-là. Et puis, on lance les stimulations bilatérales alternées pendant une 30aine de secondes. Et ce qui est très important, c'est qu'on ramène après notre patient dans le présent, dans le cabinet, dans l'ici et le maintenant. Avec le MDR, on dit qu'on a un pied dans le présent, un pied dans le passé. Donc, on le fait revenir, on lui demande qu'est-ce qui vient maintenant. Et puis rapidement, on repart sur le protocole. Il ne s'agit pas de laisser notre patient repartir dans le présent ou trop dans ses cognitions. Vraiment, on reste un pied dans le présent, un pied dans le passé. Et on continue ça jusqu'à ce que notre patient soit ce qu'on appelle désensibilisé. C'est-à-dire qu'on avait mesuré à l'étape d'avant la perturbation sur une échelle de 0 à 10 par rapport à l'événement traumatique. Et on ne s'arrête de désensibiliser que quand notre patient nous dit qu'il est à 0 sur 10, donc il n'y a plus aucune perturbation dans l'ici et le maintenant. Et comment c'est à nous, le patient, de te dire ?
Ah oui, tout à fait. Et j'interroge en fait au fur et à mesure. Donc ça, il faut se laisser guider par son thérapeute qui a son protocole bien en tête. Et justement, une fois que le patient nous rapporte des événements apaisés, des associations peut-être qui n'ont aucun rapport. Ah ben là, je pense que je dois préparer un gâteau pour le goûter de mes enfants. Ou je me dis que ce qui m'est arrivé, c'est bien triste, mais ça m'a appris plein de choses. Ou aujourd'hui, j'ai pu grandir de ce qui s'est passé. Quand on rapporte des événements positifs liés au trauma, là, le thérapeute vérifie bien qu'on est à 0 au niveau de la perturbation. On peut pas être dans un déni encore ? Alors justement, Si. On peut être dans un déni, on peut dissocier aussi. Encore. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que les thérapeutes doivent vraiment être formés à la dissociation pour pouvoir accompagner le patient. La dissociation, ça va être que le patient n'est plus avec nous finalement. Dans les abréactions que je vais apporter, ça peut être un regard vide ou le fait que non, j'arrive pas à me connecter à l'image, je suis là sans être là. Et donc là, effectivement, le thérapeute a des stratégies pour ramener notre patient, par exemple, de l'activer s'il est hypoactivé, comme on dit. On va peut-être le faire bouger, lui faire lever les yeux, faire le MDR debout, hein, ça peut arriver aussi. Et dans le cas d'hyperactivation, c'est-à-dire qu'on a des tremblements, des émotions qui sont trop fortes, on peut apaiser, notamment par le lieu sûr ou par d'autres outils qu'on aura mis en place. Et donc après, là, on est presque à la fin du protocole. Il reste quoi ? Alors, il reste encore plusieurs étapes quand même vraiment cruciales, notamment une étape qui est de modifier la croyance négative qu'on avait sur nous-mêmes au moment de l'événement traumatique. La honte, en gros. Ça peut être la honte, ça peut être d'autres choses, ça peut être la culpabilité, ça peut être l'insécurité. Voilà, lors d'un viol, ça peut être « je suis en danger » et ça peut être une phrase qui résonne comme vraie encore aujourd'hui. C'est de ma faute. Et ça, effectivement, dans notre protocole, on va s'atteler à la modification de cette croyance négative irrationnelle en une croyance positive. Qu'est-ce que vous préféreriez de penser de vous-même à ce moment-là ? J'ai fait de mon mieux. Ou je n'ai pas été protégée, etc. Et on va ancrer, pareil, avec des stimulations bilatérales, cette croyance positive jusqu'à ce que, avec une échelle où le patient mesure cette phrase-là, positive, il va pouvoir nous dire qu'il y croit complètement. Et dans ce cas de figure-là, on passe à une autre étape, aussi très importante, qui est le scanner corporel. Parce qu'aujourd'hui, on sait que bien qu'on ait retraité tout ce qu'il fallait au niveau du cerveau, au niveau de l'information cognitive, il peut rester trace dans notre corps. Le corps n'oublie rien. Ça, c'est un livre ressource pour les thérapeutes EMDR. Une mémoire cellulaire. Exactement, Bessel van der Kolk, qui nous dit que justement, le corps aussi a une mémoire. Et donc, qu'il ne faut surtout pas oublier lors d'un trauma de retraiter notre corps aussi. Et ça peut être une étape qui peut être la plus longue pour certains patients. Et donc, le scanner corporel, ça va être l'idée d'un scanner mental qui passerait de la tête aux pieds. Et si le patient ressent une sensation inhabituelle, il doit nous le préciser. Et on repart sur des stimulations bilatérales alternées jusqu'à ce que le corps soit complètement apaisé. Donc, il y a une purification. Au final, c'est un peu ça. On peut dire ça comme ça. C'est marrant parce qu'en yoga, on fait beaucoup ça, le scan du corps et ressentir les points de tension en méditation. Tout à fait. Dans la préparation avant sur les mouvements. Et tout ça, c'est hyper complémentaire, en fait, je me rends compte. Absolument. Et c'est très puissant. Et l'apaisement du corps, c'est en ça que je disais tout à l'heure, ces épaules qui s'affaissent, ce soulagement qu'on peut lire sur le visage au moment du scanner corporel, il est très marqué. Est-ce que tu peux... Donc là, il y a eu les 8 étapes sur le trauma avec un grand T. Il y aura une dernière ? Voilà, il y aura la dernière étape qui est l'étape de clôture. Et puis, une étape importante qui est la réévaluation. C'est-à-dire que quand on a fini tout notre protocole et que pour un événement T, par exemple le viol, notre patient est OK et qu'il n'y a plus de perturbation, on réévalue les séances suivantes pour bien vérifier la pérennité de cette non-perturbation et que le patient reste apaisé dans le présent. Donc, il n'y a plus de réactivation. Exactement. Il n'est plus activé. Tout à fait. Ok. Tu l'as mentionné avant, juste qu'on passe au petit T, puisque c'est plus court, j'imagine, sur un trauma qui est qui est moins important. La fenêtre de tolérance, est-ce qu'on l'a toutes Heureusement, oui. Non, c'est plus dans le sens où est-ce qu'il y a des gens qui tolèrent beaucoup et d'autres très peu, c'est ça ? Effectivement. En fait, on a tous une fenêtre de tolérance qui est différente. Nos événements de la vie au quotidien, nos émotions sont régulées dans cette fenêtre de tolérance et quand c'est suffisamment supportable, ça reste dans la fenêtre de tolérance. Mais il arrive qu'on peut sortir par le haut
ou par le bas de notre fenêtre de tolérance. Donc quand on sortira par le haut, on parlera d'hyperactivation. Ça va être tout ce qui est comportement extériorisé, comme de la colère, de la rage, des attaques de panique par exemple. Et quand on est hypoactivé, quand on sort par le bas de notre fenêtre de tolérance, ça va plutôt être des symptômes dépressifs, de repli sur soi ou des comportements d'addiction. Notre travail en thérapie va être notamment d'augmenter notre fenêtre de tolérance. Et Donc tu le vois tout de suite, par exemple, un patient qui a une fenêtre de tolérance très fine. Exactement. Ou quelqu'un qui est plutôt sécure. Plutôt stabilisé, qui peut se ramener lui-même dans cette fenêtre-là, qui a des ressources pour. Donc on va justement dans l'étape de préparation, comme on en a parlé tout à l'heure avec le lieu sûr, tous ces outils-là aident à nous ramener, à ramener nos patients dans la fenêtre de tolérance. Et pour ça, il y a plein de stratégies que tout le monde, une personne lambda, peut mettre en place. Ça peut être une ressource sport, ça peut être une ressource d'aller marcher, ça peut être une ressource musique, une ressource avec une figure d'attachement qui viendrait nous apaiser, nous rassurer. Et donc tout ça va augmenter notre fenêtre de tolérance. Et ça, c'est un travail à faire avant d'ouvrir justement sur le trauma et de commencer le MDR, que nos patients aient suffisamment d'outils et de billes pour pouvoir se ramener dans cette fenêtre de tolérance. Donc quand un patient vient te voir en consultation en disant « j'aimerais bien faire le MDR », tu commences rarement par le MDR en fait. Tout à fait, je dis d'emblée que je vais frustrer mon patient, que je reste décisionnaire des outils que je vais mettre en place. Bien sûr qu'il y a cette demande-là qui est récurrente et souvent c'est approprié, on y va aussi, mais j'explique tout le chemin à mettre en place et les patients adhèrent bien généralement parce que ça les sécurise et aussi parce qu'ils en ressortent avec des outils qu'ils peuvent mettre en place au quotidien. Alors si on parle d'un trauma un petit t, et je vais vraiment être très précautionneuse quand je dis ça parce que je peux prendre l'exemple d'un accouchement qui s'est mal déroulé, mais ça peut aussi être un trauma avec un grand T, un accouchement qui s'est mal passé. Voilà. Donc, alors si là on part sur par exemple un accouchement un petit t, par exemple là, on prévoyait un accouchement sans péririen et ça termine en césarienne, qu'est-ce qu'on met en place? Alors justement on va s'intéresser au vécu de notre patiente. C'est-à-dire à quel moment elle est sortie de sa fenêtre de tolérance et comment elle en sort encore aujourd'hui. Qu'est-ce qui va l'activer dans son présent? Ça peut être quand je me rends chez la gynéco et que je dois avoir un toucher vaginal. Ça peut être simplement quand je repasse par l'hôpital pour les rendez-vous avec mon bébé. Ça peut être dans le lien d'attachement qui s'est mis en place aussi avec son enfant, qui peut y avoir des répercussions parce que j'ai pas pu l'accueillir, parce que j'ai été séparée de mon enfant dès la naissance, et puis le papa non plus n'a pas pu l'accueillir. Donc tout ça, ça peut être des déclencheurs qui sont suffisants pour aller retravailler ça et retraiter notre trauma. Je voudrais qu'on le reprécise, toi et moi, mais un accouchement peut être traumatique, malgré que ça se soit bien passé. Tout à fait. Selon les normes médicales. Oui, selon le corps professionnel, ça va être OK, tout est bien, et puis madame, vous avez votre bébé dans les bras. Vous devriez être heureuse quand même. Tout à fait, il y a ces injonctions-là qu'on entend souvent, et pourtant, ça suit pas. Pas forcément, en tout cas, pour certaines femmes, il y a un sentiment de vide, il y a un sentiment de difficulté à se connecter à l'enfant, il peut y avoir un baby blues qui se met en place, ou une dépression postpartum, qu'on peut qualifier de dépression souriante, c'est-à-dire que de surface, la maman va bien, elle sourit, elle tient son bébé, tout va bien, tout est OK, la maison tourne. Et à l'intérieur, le vide. À l'intérieur, la déconnexion, l'impression d'être là sans être là, d'être noyée, de ne pas y arriver, d'être seule au monde. Pourquoi est-ce qu'on ne propose pas le MDR systématiquement dans ces cas-là? C'est une très bonne question. Ça serait vraiment formidable, rien qu'il y ait une psychologue qui passe forcément après chaque accouchement, qu'il y ait une psychologue qui accompagne pour tout ce qui va être de l'ordre des fausses couches, des IVG, des IMG, des grossesses extra-utérines. Ça n'est absolument pas le cas pour l'instant. Oui, même sur le deuil périnatal. Oui, sur le deuil périnatal, on a beaucoup de choses à faire en EMDR. On a les morts fœtales in utero, on a après la naissance aussi des morts inattendues du nourrisson. Voilà, toutes ces problématiques-là qu'on peut accompagner en EMDR et qui soulagent énormément les patients. Je pense aussi aux papas qui peuvent également développer des symptômes de stress post-traumatique alors qu'ils n'ont pas vécu directement, entre guillemets, par exemple, la mort fœtale in utero. Et pourtant, ils peuvent vivre ce trauma également. C'est ce qu'on appelle un traumatisme vicariant, c'est-à-dire qu'ils sont atteints des mêmes symptômes et souffrent d'un stress post-traumatique. Bon, là, ce sont des gros traumas. Quand on parle de mort in utero, de deuil périnatal, pas du tout en train de parler des petits. Non. Donc, sur un petit trauma, c'est quoi le protocole? Alors, le protocole... C'est le même? Oui, ça va être le même. Par exemple, on peut prendre une femme qui a accouché et qui a eu, je ne sais pas, une hémorragie de la délivrance.
Donc, elle saigne beaucoup une fois que le bébé est sorti et hop, une révision utérine qui s'est passée. Et à ce moment-là, la patiente peut me rapporter qu'elle s'est sentie dépossédée de son corps, qu'à ce moment-là, il y a un code d'urgence qui a été mis en place à l'hôpital ou à la clinique. Et du coup, plein de médecins sont arrivés et plus personne lui a demandé son avis, qu'elle a eu l'impression qu'on l'agresse. Et voilà, même si c'était pour la sauver, elle peut le rationaliser, elle peut dire « oui, c'était pour me sauver la vie, j'entends bien ». Mais corporellement, aujourd'hui, je suis plus connectée à mon corps ou corporellement, je ne supporte plus qu'on s'approche de cette zone-là. J'ai un problème aujourd'hui avec mon conjoint pour reprendre une vie intime. Ça peut être tout à fait des patientes que j'ai pu accompagner là-dedans. Donc, on met en place le protocole EMDR et plan de ciblage. On vérifie dans le passé si notre patiente a déjà vécu cela. Oui, donc là, en fait, tu t'assures que c'est pas un trauma, un grand T, Exactement. Au final. Et que ça peut être un trauma complexe. Voilà, et il arrive que ce soit le cas. En fait, on trouve d'autres situations où il y a eu des agressions, où il y a eu des attouchements. Enfin, je pense qu'il faut qu'on dise que il y a plein de femmes qui avaient oublié ou ont dissocié des traumatismes sexuels. Ou n'avaient pas mis le mot dessus. Bien sûr, et qui refont surface au moment de l'accouchement. On en parle très peu de ça. Tout à fait. Heureusement, il y a quand même des sages-femmes qui sont formées un peu à ça, mais ça, donc tu dois t'assurer au final que ça n'a pas redéclenché ou activé un trauma passé. Tout à fait. Même si je ne vais pas forcément aller retraiter tout de suite cet événement du passé qui a pu se passer il y a très très longtemps. Si par exemple la patiente me dit voilà, je viens parce qu'on a un projet d'un deuxième enfant et donc c'est un peu une urgence pour elle, je ne vais pas forcément retraiter dans l'immédiat cet événement du passé, mais je vais bien me le noter et me le spécifier en précisant à la patiente qu'il faudra qu'on le retravaille parce que ça va se réactiver. Et qu'il faut qu'on travaille toute la chaîne mnésique en fait, qui s'est mise en place et qu'on reprenne chaque événement lié à ça, où elle a pu ressentir ça, où elle a eu le même vécu, le même comportement, la même émotion, la même cognition sur elle-même, et qu'on le retravaille. Quand j'ai fait ma prépa à l'accouchement à la maison, ma sage-femme, elle nous fait un cours spécifique sur qu'est-ce qui peut mal se passer et pourquoi, par exemple, le col ne peut pas s'ouvrir ou pourquoi on ne pourrait pas accoucher à la maison. Et il y avait quelque chose qui m'a énormément marqué, parce que c'était la première fois que je l'entendais, c'est qu'elle nous a dit, vous savez, des cols qui stagnent, la plupart du temps, ça vient de la tête. Et ça vient de traumas sexuels que vous avez potentiellement pu subir. Et pendant la séance, elle nous en parle, elle parle à nos conjoints, en disant ça, ce n'est pas au moment de l'accouchement qu'on peut le traiter. Elle nous donne un exemple à ce moment-là d'une patiente qui en fait n'avait jamais dit qu'elle avait vécu des violences sexuelles et elle lui dit mais tu sais tu vas pas accoucher à la maison, on va aller en césarienne parce que tu n'as pas cette zone-là, elle pourra pas accueillir un enfant là tout de suite. Et c'est vrai que moi quand elle a fait cette prépa à l'accouchement, j'avais trouvé que c'était incroyable parce qu'on se pose jamais cette question-là quand on est enceinte. Et de se dire, est-ce que cette zone intime, elle peut accueillir un enfant ou est-ce qu'elle a été violentée? Est-ce qu'elle a été respectée? Qu'est-ce que j'ai comme rapport avec cette zone intime? Et je m'étais dit à l'époque, j'avais trouvé que c'était génial parce que ça te fait te poser la question. Elle disait, moi, je peux pas faire ce travail-là pour vous, il faut être accompagnée. Et je me disais, mais pourquoi, dans le parcours de soins d'une femme enceinte, quand on sait les chiffres des violences sexuelles, ce n'est pas automatique de faire un entretien psy juste pour essayer de comprendre s'il y a bon, ça peut être très violent pendant une grossesse, je dis pas, mais ça m'avait choqué de me dire qu'en fait, on nous laisse dans la nature alors qu'on sait que ça peut activer vraiment un trauma fort. Tout à fait. Non, c'est très juste ce que tu dis. Et ça va venir réactiver des souvenirs douloureux dont parfois les patients ont mis le voile dessus, avec l'amnésie traumatique, qui est un classique, ou alors que je sais que c'est là sans vraiment savoir que c'est là. Et l'accouchement va peut-être le réactiver de manière très violente. Et de ce fait, la femme ne sera pas en capacité d'être dans l'issue de maintenant, de profiter de son enfant et d'être adaptée, par exemple. Donc, tu as tout à fait raison. Et c'est vraiment un cheval de bataille qu'on mène. On aimerait vraiment que ça soit automatique, qu'il y ait ces prises en charge-là qui soient proposées dans le parcours de soins. Aujourd'hui, on sait que c'est un essentiel. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Et est-ce que enceinte, parce qu'on le sait psychiquement, on est différentes, des zones du cerveau qui s'activent différemment, on est capable de gérer un trauma ou est-ce qu'on est dans une trop grande fragilité pour arriver à avoir de la résilience et surmonter un trauma? Est-ce que c'est le bon moment ou non? Alors, généralement, on essaye d'éviter de faire de l'EMDR au premier trimestre de grossesse. Les études ne sont pas tout à fait claires là-dessus, mais comme c'est une période à haut risque de fausse couche, on préfère en tant que thérapeute ne pas forcément y aller. Oui, c'est intéressant. Ouais. Parce que ça pourrait déclencher psychiquement. On ne sait pas trop qu'est-ce qui pourrait se passer. On n'a pas fait le lien direct entre fausse couche et thérapie EMDR, mais en tout cas, on préfère être précautionneux et pas y aller. Après, quand on travaille avec une femme enceinte,
On a un joli exercice où il s'agit de mettre le bébé dans une bulle de sécurité pour se dire qu'on va travailler uniquement avec sa maman, que tout se passe bien pour lui, et de ramener aussi notre patiente dans l'ici et le maintenant une fois qu'on a fini notre séance EMDR. On a des patientes avec qui on travaille tout à fait bien quand elles sont enceintes. On peut aussi travailler dans le futur avec le EMDR, par exemple, en proposant des scénarios du futur pour envisager un accouchement positif, serein, qui serait différent d'un autre accouchement ou de ce que la patiente peut craindre. Et ça, c'est aussi des ressources qu'on installe et qui sont très chouettes en EMDR. On ne va pas forcément toujours remuer le trauma douloureux, surtout quand la femme est dans un état de vulnérabilité. On va peut-être mettre plutôt en place des ressources positives. Est-ce que tous les traumas nécessitent de l'EMDR ? C'est une bonne question. Je dirais que ça dépend du vécu de chaque personne qui porte ces traumas-là. J'ai reçu dernièrement une famille où je leur faisais part de mon inquiétude pour leur enfant qui avait déjà vécu pas mal de traumas. Mais un des parents avait un vécu tellement de traumas grand T répétés qui me disait que lui, c'était sa position de dire que ça renforçait l'enfant et que c'était plutôt positif pour lui et qu'il ne toucherait pas à ses traumas parce que ça a fait de lui qui il était. Bien évidemment, cette personne-là est dissociée et je me suis permise de lui dire en expliquant ce que c'était que la dissociation. Mais à un moment donné, on ne force jamais nos patients à aller bosser un trauma qu'ils n'estiment pas nécessaire. Et c'est quand c'est impacté au quotidien qu'on va s'intéresser au trauma et on respectera toujours la décision de notre patient. Ah donc le trauma, c'est comme dans la thérapie. On dit que quand on va en thérapie, on a déjà fait 50% du travail parce qu'on accepte d'aller travailler sur soi. Pour le EMDR, c'est pareil. Tu as des patients qui freinent des cas de fer et qui sont incapables de s'imaginer pouvoir le faire. Ah, complètement, qui sont très effrayés. Quand on leur dit qu'on va se reconnecter à cet événement-là du passé où ils n'ont pas pu gérer justement émotionnellement, c'est pas possible. Ils peuvent s'effondrer même avant qu'on démarre la thérapie EMDR, d'où vraiment l'importance, j'y reviens, de cette stabilisation, de cette préparation et de cette alliance thérapeutique avec le psychologue ou un autre praticien, mais en tout cas où on va pouvoir rassurer notre patient, le ramener dans l'ici et le maintenant et prendre en compte cette temporalité qui est nécessaire et différente d'un patient à un autre. Et tant que vous n'êtes pas prêt, on n'y va pas. Et à un moment, quand on sent les ressources nécessaires et que le patient a suffisamment d'outils pour revenir dans sa fenêtre de tolérance, on peut essayer de pousser notre patient en disant « je suis là, je vous accompagne ». Ça va aller, on va y arriver. Et des fois, rapidement, lors de la première séance de MDR, ils se rendent compte que ça s'apaise. Et donc là, généralement, ils sont très investis pour continuer. Tu dirais que tu vois plus souvent des gens qui sont activés par des traumas grands T de l'enfance ou par des petits traumas de la vie adulte ? Des traumas grands T de l'enfance. Et ils viennent pas du tout me parler de leurs traumas grands T. Ils viennent me dire, voilà, je me sens nulle au quotidien, j'y arrive pas, j'ai une estime de soi qui est très faible. Je dois changer de travail et je me sens pas suffisamment en sécurité pour le faire. Donc, c'est vraiment des choses qui ont l'air anodines. Pourtant, quand on fouille dans l'histoire de notre patient, on se rend compte qu'il n'a jamais été accompagné là-dedans, qu'il n'a jamais été régulé émotionnellement, qu'il a en plus un tempérament qui fait que, et des expériences vécues qui font le combo gagnant. Et donc là, on a matière à travailler. En thérapie, tu vois plus d'hommes ou plus de femmes ? Je vois plus de femmes. Et quand c'est avec des enfants, les parents, est-ce que c'est plus difficile d'amener les pères ? Oui, parce que ça va quand ça concerne l'enfant. Non, généralement quand même. C'est dans la majorité de ma patientèle, ce sont les mamans qui prennent rendez-vous pour les enfants, même si bien entendu il y a des papas qui le font. Ce sont les mamans qui prennent une disponibilité pour accompagner leur enfant. Et très rapidement, j'invite à ce que le père vienne. Je dirais que je vais au-delà de l'invitation. Je somme les parents de venir et que s'ils veulent que ça bouge, ils vont venir travailler en famille d'abord. Et puis, comme je l'ai dit, s'il s'agit de quelque chose qui touche plutôt aux parents, je vais remercier l'enfant et je vais continuer à bosser avec les parents. Et on trouve toujours des moyens de faire venir les pères, mais il arrive aussi que ce soit les mères qui ont plus de mal à se libérer ou qui sont dans l'évitement de travailler certains sujets qu'elles savent que je vais amener. Non, je dis ça parce que je sais qu'il y a eu une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur le problème de la thérapie. C'est majoritairement des femmes qui viennent travailler sur elles émotionnellement et que c'est encore trop tabou chez les hommes. C'est pas pour pointer du doigt les hommes ou dire qu'ils sont incompétents, c'est juste que c'est malheureusement dans notre société encore trop stigmatisé.
Mais ça me fait penser que l'EMDR, en revanche, ça a beaucoup moins ce stigma du féminin. Tu saurais expliquer ? Mais écoute, peut-être lié au fait que ça nous vient d'Amérique et que c'est pour la guerre aussi. Exactement, ouais. Ça a été beaucoup travaillé sur les vétérans de guerre. Et puis il y a les séries aussi qui apportent un côté un peu cool à l'EMDR. Waouh, il y a une barre lumineuse et puis d'un coup ça part tout seul. Voilà. Bon, maintenant vous savez bien que ça se passe pas comme ça, un petit peu plus que ça. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est moins l'idée de allez, on va parler de papa et maman qui peuvent rebuter parfois certains hommes, mais on en a quand même beaucoup qui franchissent notre cabinet et c'est super. Est-ce que tu penses que ce serait nécessaire au final que dans les études pour être psychologue, ce soit obligatoire de connaître l'EMDR ? Ou faut vraiment être en tant que thérapeute dans une certaine mouvance ? Alors l'EMDR spécifiquement, pas forcément. En revanche, qu'il y a un volet sur le psychotrauma, ça oui. Sur la dissociation. C'est pas le cas ? Ah non. Ah d'accord. Ah non. Et non, c'est pas. Mais on vit pas tous avec des traumas. Effectivement, mais voilà, moi je m'y suis formée justement quand j'étais déjà en train de pratiquer la psychothérapie avec mes patients. Et c'est moi qui ai pris la décision, après avoir été diplômée, plusieurs années après, de me dire c'est pas possible, la population que j'ai, la majorité a des patients, a des traumas. Et plutôt que de les réorienter vers d'autres thérapeutes EMDR, je vais m'y former. Après, il n'y a pas que le EMDR comme thérapie qui existe sur le psychotrauma. On a l'ICV aussi, donc l'intégration de cycle de vie. Voilà, il y a des psychothérapies somatiques et émotionnelles qui existent aussi, corporelles. Donc il y a plein de choses et des choses très intéressantes qui existent. Mais un volet sur le psychotrauma, ça devrait être obligatoire, effectivement. Et sur la périnatalité et les traumas faits aux femmes... Oui, ça serait intéressant. Il y a beaucoup. Et sur l'accouchement, et sur y a du travail. Lien d'attachement, et sur tout ça. Effectivement. Ça, c'est plus la casquette psychologue développemental. Donc, effectivement, quand on s'intéresse à l'enfant et aux parents, oui, c'est vrai que là, on a eu quand même des cours sur la théorie de l'attachement. Heureusement, c'est jamais suffisant. Mais après, on a quand même un socle pour bosser. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais raconter sur ça ? Ce que je peux dire aussi, c'est que on peut penser aujourd'hui dans notre société qu'il suffit de parler du traumatisme pour en guérir. C'est pas le cas. Et les études aujourd'hui avancent cette idée-là, selon laquelle ça nous apaise de parler avec une figure d'attachement, c'est essentiel, mais pour en guérir, il faut mettre en place une thérapie comme le MDR ou l'ICV que je viens de citer, pour pouvoir retraiter l'information et qu'elle soit stockée de manière fonctionnelle, qu'elle sorte de cette mémoire traumatique, justement. Donc, certains patients peuvent penser que j'en ai parlé, ça va, c'est OK. Non, ça serait bien d'y aller plus en profondeur. En tout cas, s'il y a des déclencheurs du présent qui sont manifestes et qui viennent freiner votre sérénité, là, c'est intéressant d'aller voir un thérapeute, un professionnel de santé qui puisse vous accompagner là-dessus. Et on terminera encore pour dire que malheureusement, il n'y a pas assez de grande prise en charge de la santé mentale en France, puisqu'il faut avoir les moyens quand même pour aller voir un ou une psychologue. Tout à fait, ça a un coût. Que c'est dramatique, puisque ça, on le sait, ça ferait baisser aussi les maladies physiques. Tout à fait. Puisqu'il y a aussi une manifestation physique à nos symptômes psychiques. Et donc, de tout ce dont on parle, c'est difficile parce que c'est vrai que c'est pas accessible à tout le monde. Complètement. Alors, on a de plus en plus de structures nationales qui se mettent en place pour accompagner les prises en charge de traumas grand T et récents. Là, on a de la chance aussi à Bordeaux d'avoir ce type de structure-là. Et donc, il y a une prise en charge qui est faite. C'est quoi par exemple, à Bordeaux, c'est le CASPERT. Okay. Donc, quand il y a un trauma, mais qui doit être récent, de moins de 6 mois ou 1 an, donc là, tu peux appeler, il y a bien sûr une liste d'attente, mais après, il y a toute une prise en charge pluridisciplinaire qui est proposée pour accompagner sur le trauma. Et gratuite ? Et gratuite, D'accord. Qui est prise en charge par l'hôpital de Cadillac, notamment ici. Et donc, il y a de plus en plus de choses qui émergent comme ça dans les villes de France, qui est vraiment extraordinaire comme initiative, mais on en revient du coup au trauma petit t, les traumas qui passent inaperçus, les traumas du quotidien. Non, effectivement, dans ce type de structure-là, ça sera compliqué d'accompagner sur une séparation, par exemple. Donc à ce moment-là, oui, ça va être une prise en charge individuelle, en libéral généralement, et coûteuse, faut le dire. Mmh. Merci beaucoup Noémie. Est-ce qu'on a bien balayé ou je pourrais juste te préciser, comme je suis attachée évidemment aux enfants et aux bébés, donc on sait qu'il peut se passer malheureusement plein de choses à la naissance, même in utero, il peut y avoir des traumas qui touchent la mère et donc qui va toucher le fœtus aussi.
Il peut se passer des choses à la naissance. On l'a dit, par exemple, une séparation très précoce avec ses parents parce que césarienne. Il peut se passer qu'il y a des difficultés pour le bébé qui doit être hospitalisé en néonat. Il peut se passer qu'il y a des accouchements prématurés. Et donc, tout ça va impacter le petit enfant. Et il arrive que franchissent dans notre cabinet des adultes qui sont porteurs de cette histoire-là, qui sont ces grands prémas, qui sont ces enfants qui ont vécu, je ne sais pas, la perte d'un jumeau, par exemple, in utero. Comment est-ce qu'on fait pour travailler avec ces personnes-là ? Parce que ce sont des traumas qui sont arrivés, alors même qu'ils n'en étaient pas conscients, qu'ils ne peuvent pas verbaliser autour de ça. On leur a rapporté, raconté. Et donc, on a vraiment des protocoles intéressants qui s'appellent les protocoles des empreintes précoces, où on va pouvoir travailler avec notre patient sur ces événements de vie-là, depuis la période in utero jusqu'à la période de 0 à 3 ans. Et donc pouvoir retraiter même les événements traumatiques dont on ne se souvient pas, mais qui ont une empreinte corporelle, notamment avec cette mémoire corporelle dont on parlait tout à l'heure, puisque le corps n'oublie rien. Ouais, ça me fait juste penser, tu vois, ma dernière, elle a été hospitalisée 15 jours pour bronchiolite très sévère, elle avait 4 mois. Évidemment, on ne peut pas verbaliser. Pour tous ceux qui ont eu des bébés hospitalisés en bronchiolite, c'est très invasif, les soins. Parce qu'il faut quand même passer des tubes pour aspirer. Ça se manifesterait comment, un trauma comme ça, chez un adulte, par exemple ? Ça peut être, par exemple, si elle a été sondée, d'avoir une difficulté sur cette zone-là. Ça peut être un dérangement quand elle passe dans les hôpitaux. Ça peut être quand elle a une bronchite ou quelque chose à ce niveau-là dans le corps, une panique qui ça va réactive. Eh oui, ça peut. Voilà. Oui. Ça dépendra de son vécu, de ses expériences plus larges, de ses capacités de résilience à elle, de sa manière de retourner dans sa fenêtre de tolérance, si elle développera un trauma ou pas. Donc c'est ça, c'est que par exemple moi en tant que parent, ça sert à rien que je l'amène maintenant voir quelqu'un, puisque je ne peux pas savoir si elle a vécu de manière traumatique ou non. Alors, ou est-ce que c'est bien de le faire en prévention ? C'est bien de le faire en prévention, absolument. D'abord parce que tu peux déjà voir toi des symptômes, t'as pas besoin d'attendre l'âge adulte. Si quand tu t'approches de cette zone-là, par exemple le nez où on lui a mis une sonde de force ou quoi, tu sens qu'elle est réticente ou qu'elle se dégage ou qu'elle crie de manière disproportionnée par rapport à ces autres cris-là, pas la peine d'attendre. Tu peux tout à fait aller voir un thérapeute qui fera un récit narratif avec toi, qui fera des tapotements sur ta fille pour l'en dégager, parce que le risque dans ces cas-là, c'est qu'elle développe toute une chaîne de mémoire et des événements associés à ça, ou quand, ce que je ne lui souhaite absolument pas, ni à toi d'ailleurs, ou quand elle doit se refaire hospitaliser, ou quand elle a l'appendicite, qu'elle repasse. Ça prend des proportions. Exactement, et que ça continue à s'activer et que ça devienne quelque chose de plus envahissant. C'est un sacré boulot. Je me dis, j'ai 3 enfants, si je dois essayer de capter chaque signe de chacune, de comment elles peuvent être activées par un truc. Je te donne une astuce, c'est que moi, je note les potentiels traumas chez les enfants. C'est vrai ? Et je leur délivrerai ce cahier en temps voulu. Voilà, pour qu'ils fassent marcher les futurs psychologues de demain. Pour dire, alors là, tel jour, potentiellement, je me dis que peut-être ça t'a un petit peu affecté. Exactement. Ça, tu t'en souviens pas, mais moi, j'avoue, j'ai un petit doute. Ah ouais. Bon, ça parle de moi et de mes vidéos exigeants complètement, mais voilà, c'est une petite astuce. C'est intéressant, n'empêche. Ça prend du temps, par contre, à mon avis. Ça prend du temps, mais voilà, l'idée, c'est pas forcément de raconter tout ce qui a pu se passer, mais juste de me noter, tiens, là, il s'est passé quelque chose. À l'école, il m'a rapporté qu'il y a eu ça, il a été enfermé dans les toilettes et qu'il a pas pu en sortir. D'ailleurs, c'est pas la première fois que ça arrive. Là, je me dis, c'est bizarre quand même, à chaque fois qu'il doit aller aux toilettes, il hurle. Donc, il y a un truc. Tu vois, je me le note. Bon, après, effectivement, j'avoue que je fais du câlin papillon souvent le soir avec les enfants. Mais on essaye de bosser comme on peut avec les outils qu'on a. Ça doit être dur quand t'es psy avec tes enfants. Parce que ta grille de lecture est quand même différente de la nôtre. Complètement. Merci beaucoup, franchement, pour toute cette explication. J'espère que ça va inciter des gens à consulter, à réfléchir aussi à ce que peut être un trauma avec un grand T ou un petit T, parce que comme tu l'as dit, on n'a pas tous la même fenêtre de tolérance, ou en tout cas on réagit pas de la même façon à un trauma. Renseignez-vous dans vos villes si vous n'avez pas les moyens financiers pour consulter. Il y a des structures qui peuvent passer. Est-ce que par la PMI on peut passer ? On peut leur demander, oui, tout à fait. Alors je pense pas qu'il y aura un professionnel forcément formé à l'EMDR, mais au moins il pourra renseigner s'il existe des structures pour accompagner. Voilà, c'est un petit parcours du combattant, mais ça vaut la peine. Ouais. Merci. Merci à toi, Clémentine. C'était Noémie Benamou, psychologue spécialiste en périnatalité et en EMDR. Je suis Clémentine Sarlat, votre hôte. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou à le partager sur les réseaux sociaux @lamatrescence.
Le podcast vient de reprendre après une longue pause bébé. Si vous cherchez un thème particulier, allez sur le site www.lamatrescence.fr pour trouver votre bonheur et le mettre dans vos oreilles. Il y a déjà plus de 115 épisodes. Cet épisode a été produit par Mini Minois. Prenez soin de vous. À la semaine prochaine.